Merci, Madame Didier. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Non, j'entends pas très bien. La technique nous fait défaut. Nous allons il faut parler dans le micro, mais le micro ne marche pas. Regardez, écoutez plutôt, vous voyez. Je tape dessus. Bien, alors, comme l'a dit Béatrice Didier, l'introduction de Samantha Caretti a été tout à fait remarquable et en réalité a dit exactement ce que j'allais dire. Mais je la reconnais bien là. J'ai intitulé cette communication « Être Chateaubriand, comment être Chateaubriand sous la Restauration ?» parce que je voudrais mettre tout mon propos à la lumière de la notion de paradoxe. Quels sont au fond, non pas les images, mais les actes, les idées, les positions, les manœuvres de Chateaubriand, qui, toutes, d'une certaine façon, sont paradoxales, ou en tout cas, au moins, en apparence. Nous le savons, il faut prendre toute précaution quand on se réfère au bilan de son action et de ses positions politiques sous la Restauration que trace Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Il n'en reste pas moins que tel de ses propos résume avec force le jugement rétrospectif qu'il porte. J'en ai choisi deux, très bien connus de tous ceux qui connaissent Chateaubriand. J'ai été tour à tour le chef d'armée différentes dont les soldats n'étaient pas de mon parti. J'ai mené les vieux royalistes à la conquête des libertés publiques et surtout de la liberté de la presse, qu'ils détestaient. J'ai rallié les libéraux au nom de cette même liberté sous le drapeau des Bourbons qu'ils ont en horreur. Deuxième citation. Si l'on avait fait ce que j'ai conseillé, si d'étroites envies n'avaient préféré leur satisfaction à l'intérêt de la France, si le pouvoir avait mieux apprécié les capacités relatives, si les cabinets étrangers avaient jugé, comme Alexandre, le tsar, que le salut de la monarchie était dans des institutions libérales, si ces cabinets n'avaient point entretenu l'autorité rétablie dans la défiance du principe de la charte, la légitimité occuperait encore le trône. Ça, c'est dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Mais si nous prenons un texte plus proche de la Restauration et de la monarchie élective, de 31, je crois que nous avons un texte encore plus décisif et qui, je crois, étant donné sa proximité chronologique avec le départ de Chateaubriand de toute activité politique suite à la Révolution de Juillet, donne, me semble-t-il, la clé de tout ce qu'il fait sous la Restauration. La citation est un peu longue, je ne fais que la rappeler. Si la Restauration avait eu lieu en 1796 ou en 1797, nous n'aurions pas vu la charte, ou du moins, elle eût été étouffée au milieu des passions émues. Bonaparte écrasa la liberté présente, mais il prépara la liberté future en domptant la Révolution et en achevant de détruire ce qui restait de l'ancienne monarchie. Il laboura tout ce champ de mort et de débris, sa puissante charrue traînée par la gloire creusa les sillons où devait être semée la liberté constitutionnelle. Survenue après l'Empire, la Restauration aurait pu se maintenir à l'aide de la charte, malgré la défiance dont elle était l'objet, malgré les succès étrangers dont elle n'était que l'accident, mais dont elle paraissait être le but. La légitimité était le pouvoir incarné. En la saturant de liberté, on l'aurait fait vivre en même temps qu'elle nous eût appris à régler ses libertés. Loin de comprendre cette nécessité, elle voulut ajouter du pouvoir à du pouvoir. Elle a péri par l'excès de son principe. Je la regrette, parce qu'elle était plus propre à achever notre éducation que toute autre forme gouvernementale.
encore 20 années de l'indépendance de la presse sans secousse, et les vieilles générations auraient disparu, et les mœurs de la France se seraient tellement modifiées, et la raison publique aurait fait de si grands progrès que nous eussions pu supporter toute révolution sans péril. Texte absolument remarquable, dans lequel j'isole la formule « saturée de liberté ». La légitimité aurait dû être saturée de liberté, et je crois que c'est le fil rouge de l'action de Chateaubriand pendant la Restauration. Samantha a rappelé les différentes étapes de la carrière de Chateaubriand sous la Restauration de 1814 à 1830. Rappelons quand même qu'il a été pair de France, qu'il a été 4 fois ambassadeur, même si son premier poste d'ambassadeur ne sera pas effectif puisqu'il aurait dû aller en Suède et puis patatras les 100 jours. Il a été 4 fois ministre, dont une fois ministre plénipotentiaire, même s'il est vrai que sa première fonction de ministre lors de l'exil à Gand est de pure forme. Il joue un rôle clé au congrès de Vérone. Il multiplie brochures, articles, discours, ouvrages, fonde un périodique, entreprend ses œuvres complètes. Excusez du peu. En 16 années, cela paraît tout à fait remarquable. Alors il est vrai que, vu de loin, on pourrait voir dans la carrière de Chateaubriand une succession d'allers et retours. Certains ont dit de revirements, ou bien de palinodie, ou bien d'opportunisme. Je crois qu'il faut prendre les choses différemment et essayer de voir dans quelle mesure Chateaubriand entreprend de manière constante, de manière cohérente, une action politique que je résumerai d'une formule: établir un compromis historique entre l'ancienne France et la nouvelle France, entre l'héritage de la société pré-révolutionnaire et la France révolutionnée, pour prendre une expression de l'époque. Contre-révolutionnaire, ultra, libéral par moments, cet homme politique qu'est Chateaubriand va avoir pour constante de défendre, de promouvoir deux choses: le parlementarisme de la monarchie constitutionnelle et la liberté de la presse. Et je crois que c'est la grande idée de Chateaubriand, c'est que s'il n'y a pas établissement et consolidation du compromis historique, condition sine qua non de la durée de la Restauration, celle-ci est condamnée à disparaître et à être remplacée, au fond, par on ne sait quoi. Et il me semble que toutes les appellations que l'on a pu donner, tous les qualificatifs qu'on a pu attribuer à Chateaubriand, réactionnaire, conservateur, conservateur libéral, libéral conservateur, toutes ces différents qualificatifs montrent la difficulté qu'il y a à situer Chateaubriand si on ne voit pas ce qu'a été la constante de son action en faveur de la monarchie de la Charte, ou plutôt de ce qu'il choisit comme étant fondamental dans la monarchie, dans la Charte, c'est-à-dire le parlementarisme, par conséquent l'équilibre des pouvoirs entre le roi et les assemblées, et la liberté de la presse, sans laquelle tout pouvoir devient nécessairement despotique. Donc voilà le premier paradoxe: être ultra et être plutôt proche des libéraux lorsque l'on se fâche avec les ultras, et redevenir ultra après, je dirais que c'est la même chose pour Chateaubriand,
Parce qu'à chaque fois, il s'agit de lutter contre un gouvernement dont il critique l'action qui va à l'encontre de ces deux principes, comprendre qu'il n'est pas possible de gouverner la France hors du parlementarisme et défendre la liberté de la presse. Dans sa monarchie selon la charte, où il se fait véritablement théoricien du gouvernement parlementaire. Et je crois qu'on n'accorde pas une place suffisamment grande dans les textes politiques du XIXe siècle à ce texte de Chateaubriand de 1816. Dans cet ouvrage, que nous dit Chateaubriand? D'une part, qu'il faut comprendre que la société doit s'appuyer dans l'ordre politique, sur un certain nombre de vertus, dont la principale est celle de la propriété, les grands propriétaires. De ce point de vue-là, j'ouvre une petite parenthèse, il dit exactement la même chose que Madame de Staël. Pourquoi? Parce que Chateaubriand a parfaitement compris, comme Bonaparte l'avait compris avec le Code civil, que la question de la propriété est la grande conquête de la Révolution française. Puisque la propriété, qui semble avoir été bouleversée, qui semble avoir été complètement redistribuée, la propriété est devenue une valeur tout à fait centrale dans la société moderne. Donc, la propriété doit être la base de la société, et sur cette propriété va pouvoir se fonder la famille, autre base fondamentale. De ce point de vue-là, effectivement, il est très proche des contre-révolutionnaires. Mais il ne s'agit pas de faire de la propriété quelque chose qui va exclure les non-propriétaires. Il faut faire de la propriété quelque chose d'où va émaner une force conservatrice, mais une force conservatrice qui devra être suffisamment intelligente pour comprendre qu'elle doit composer avec les autres forces sociales. Idée de compromis historique. Donc il s'agit de combiner les autorités traditionnelles, la nouvelle conception de la propriété et une modernité parlementaire. Autre élément que Chateaubriand comprend parfaitement, c'est le poids de l'opinion. On sait combien l'opinion a joué un rôle décisif au siècle des Lumières, mais Chateaubriand a très bien situé l'enjeu, un des enjeux majeurs de la Restauration, laisser s'exprimer les opinions différentes, faute de quoi les opinions qui seront brimées parce qu'elles ne trouveront pas à s'exprimer deviendront des opinions explosives. D'où la liberté de la presse. La liberté de la presse est un principe, c'est vrai, mais c'est aussi le moyen de canaliser les opinions en les cantonnant dans le débat. Et qui dit Parlement dit élection, qui dit élection dit parti, qui dit parti dit libre jeu des opinions. Cela, Chateaubriand l'a parfaitement compris. Donc tout le combat sur pour la liberté de la presse, sur lequel je reviendrai, doit, je crois, être situé dans ce contexte-là. Je rappelle ce que Chateaubriand a dit dans les mémoires. 20 années de ma carrière politique ont été employées depuis 1816 à défendre cette liberté dont j'avais conquis le principe. Samantha Carati a rappelé l'importance de l'œuvre journalistique de Chateaubriand sous la Restauration, avec la fondation du Conservateur, avec les articles, notamment dans le journal des débats. Et Chateaubriand comprend le rôle de la presse et veut faire de la presse à la fois une tribune, mais aussi un moyen de diffusion d'idées profondément travaillées, fouillées, qui permettent de faire réfléchir sur les enjeux de la politique moderne. Autrement dit, la presse
doit être mise sur le même plan que les essais politiques, que les travaux politiques de plus grande ampleur. Elles viennent en quelque sorte leur donner une diffusion plus large, s'adressant à un lectorat plus large. Et donc en participant à la création de ce compromis historique auquel Chateaubriand veut véritablement se consacrer. Prenons quelques citations sur la liberté de la presse que nous avons dans De la monarchie selon la Charte. Point de gouvernement représentatif sans la liberté de la presse. Autre citation. Le journaliste qui veut s'arroger le droit de parler à la France doit être aussi un homme qui ait quelque chose à gagner à l'ordre public et à perdre au bouleversement de la société. Voilà comment la liberté de la presse peut être non pas bridée, mais être canalisée pour éviter tout débordement. L'engagement du journaliste au service de la nation moderne. Il n'y a pas de liberté constitutionnelle sans liberté de la presse. Et dans le journal des débats, il dira, en 1825, « La presse périodique est une force immense sortie de la civilisation moderne. On ne l'étoufferait ni par la violence, ni par le dédain. Née des besoins de la société nouvelle, elle a pris son rang parmi ces faits que les hommes n'abandonnent plus une fois qu'ils s'en sont saisis. Elle a remplacé pour nous la tribune populaire des anciens. Elle est à l'imprimerie ce que l'imprimerie a été à l'écriture. Il n'est au pouvoir de personne de la détruire, pas plus que d'anéantir les grandes découvertes qui ont changé la face du monde. » On a rarement parlé de la liberté de la presse en ces termes. Et c'est bien pour cela qu'il va, en 1827, prendre position contre ce qu'il appelle la loi Vandale, que le gouvernement veut imposer pour limiter la liberté de la presse. Et les interventions de Chateaubriand permettront le retrait de cette loi. Dans le discours qu'il fait, il déclare « Ce projet décèle une horreur profonde des Lumières, de la raison et de la liberté. Il manifeste une violente antipathie contre l'ordre de choses établi par la Charte. Je prouverai qu'il est en opposition directe avec les mœurs, les progrès de la civilisation, l'esprit du temps et la franchise du caractère national. Il respire la haine contre l'intelligence humaine. Toutes ces dispositions tendent à faire considérer la pensée comme un mal, comme une plaie, comme un fléau. Les insensés qui prétendent mener le passé au combat contre l'avenir sont les victimes de leur témérité. Les siècles, en s'abordant, les écrasent. » Voilà pourquoi, en juin 1827, il va créer la Société des Amis de la Presse. Donc, ce combat pour la liberté de la presse me paraît nodal dans l'entreprise chateaubrianesque de définir ce que doit être la politique de la Restauration. Et donc, lorsque les ultras sont pour la liberté de la presse, il est ultra. Lorsque les libéraux sont pour la liberté de la presse, il est libéral. Mais c'est bien la liberté de la presse qui définit, qui motive ces positionnements différents. Dans les Mémoires d'Outre-Tombe, il fait, nous le savons, de multiples allusions à ce combat. Et il écrit, je cite, « La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde. C'est la parole à l'état de foudre, c'est l'électricité sociale. » C'est une définition absolument extraordinaire. Il faut apprendre à vous en servir en la dépouillant de son danger, soit qu'elle s'affaiblisse peu à peu par un usage commun et domestique, soit que vous assimiliez graduellement vos mœurs et vos lois aux principes qui régiront désormais l'humanité. Et
de conclure, j'ai aidé à conquérir celle de nos libertés qui les vaut toutes, la liberté de la presse. Donc voilà, je crois, ce qui explique le premier paradoxe apparent dont je parlais tout à l'heure. Les différents positionnements politiques de Chateaubriand peuvent avoir évidemment affaire à tel opportunisme, à telle volonté de se placer, à obtenir une place, certainement. Nous le savons, il s'est rendu odieux à ses amis. On peut se poser la question de savoir si l'enchanteur n'était pas un enquiquineur. Certes, mais je crois que ça, c'est l'écume des choses. Je crois que le fond se trouve là. Le deuxième paradoxe que j'aimerais évoquer, c'est lorsque Chateaubriand veut faire mieux que Napoléon. J'entends par là gagner la guerre d'Espagne. C'est sa guerre. Il parlera du congrès de Vérone comme étant son congrès. On lui reprochera. Quelle vanité, quelle outrecuidance. Il n'empêche, au congrès de Vérone, mutatis mutandis, il joue un rôle, je crois, assez comparable à celui qu'a joué Talleyrand au congrès de Vienne. Pourquoi? Parce qu'il arrive à convaincre les puissances européennes du bien fondé de l'intervention française en Espagne. Ce qui semble paradoxal, c'est que cette intervention vise à rétablir ce qui est aux yeux de Chateaubriand la monarchie légitime, mais contre de nouvelles libertés qui viennent d'être conquises en Espagne par les Cortés. Donc, est-ce que c'est une entreprise profondément réactionnaire, type contre-révolution Sainte-Alliance? Ce qui, évidemment, c'est aussi pour cela qu'il a le soutien du tsar Alexandre. Certainement. Mais plus profondément, pour Chateaubriand, il s'agit de rendre à la France la gloire des armes qu'elle avait perdue à Waterloo. Il s'agit d'une certaine façon de venger la défaite napoléonienne. Il s'agit de faire mieux que Napoléon, dont on sait que la guerre d'Espagne a été le boulet qu'il a traîné de 1808 jusqu'en 1813 et 14, mais aussi c'est de rendre à la France une place éminente dans le concert des nations avec une victoire militaire. Victoire militaire, d'ailleurs, dérisoirement facile, il faut le reconnaître. Et donc Chateaubriand peut se payer le luxe de faire mieux que Napoléon. On aurait envie de pasticher le mot célèbre attribué à Victor Hugo, probablement qu'on trouvait être Chateaubriand ou rien, et dire que ici c'est être Napoléon ou rien. Et nous savons que pour Chateaubriand, le seul grand homme du XIXe siècle auquel on puisse vraiment se comparer, c'est Napoléon. Et bien là, il a réussi. Je dirais familièrement, il réussit son coup. Mais pourquoi? Parce qu'à ses yeux, la victoire militaire doit permettre une réconciliation complète des Français autour de la gloire retrouvée. C'est une autre façon, non pas cette fois de faire un compromis historique entre l'ancienne France et la nouvelle France, mais de faire un compromis entre ce qu'il reste de la France napoléonienne et la France de la Restauration. Et cela semble se matérialiser, se concrétiser par le fait que pour l'essentiel, l'armée qui va en Espagne est constituée d'anciens de la Grande Armée. Et d'ailleurs, Chateaubriand déplorera la répression terrible qui s'abattra en Espagne lorsque le roi Ferdinand VII aura été rétabli et qu'il réprimera ceux qui l'avaient déposé. Il dit que ce n'était pas pour cela que cette guerre a été faite. Donc dans la diplomatie, Chateaubriand se comporte de la même manière que lorsqu'il est ministre ou journaliste ou écrivain politique sous la Restauration. Il a cette conscience aiguë de la nécessité
de placer la voix de la France à égalité avec la voix des autres puissances. Autrement dit, de donner à la nouvelle Europe issue du Congrès de Vienne un équilibre où la France tient toute sa place. Et ce qui permettrait de balayer définitivement à ses yeux, évidemment, la critique fondamentale qui a été faite à Louis XVIII, venu en France dans les fourgons de l'étranger. En somme, il n'est pas paradoxal, en réalité, de se vouloir ici l'égal ou même le supérieur de Napoléon. Parce que cela se fait au nom d'une idée supérieure qui est celle de la grandeur nationale. La gloire militaire est inhérente, selon Chateaubriand, à l'essence même de la France moderne. Le troisième paradoxe, et c'est sur celui-ci que je vais être probablement le plus long, Samantha Caretti m'a dit que je pouvais déborder un peu, puisque malheureusement Olivier Thor, malheureusement n'est pas là. Donc très exceptionnellement, je vais déborder peut-être un peu du temps qui m'est imparti, ce que je ne fais jamais dans l'école. Mais là, je peux, j'ai l'autorisation. Le troisième paradoxe, c'est comment juger la Restauration chez Chateaubriand. Comment est-ce que l'image que Chateaubriand va se construire de lui-même sous la Restauration et immédiatement après, va pouvoir donner, non pas de lui-même une image tout à fait importante et glorieuse, mais de la Restauration une image tout à fait singulière. En réalité, mon propos, c'est non pas image de Chateaubriand sous la Restauration, mais image de la Restauration par Chateaubriand. Car en effet, nous connaissons tous la conclusion définitive que Chateaubriand donne de la Restauration et par contre-coup de la monarchie de Juillet. Puisqu'aucun pouvoir parmi nous n'est inviolable, puisque le sceptre héréditaire est tombé 4 fois depuis 38 années, puisque le bandeau royal attaché par la victoire s'est dénoué 2 fois de la tête de Napoléon, que le duc de Reichstag l'a réclamé en vain et qu'il a été arraché du front du prince Louis, puisque la souveraineté de Juillet a été incessamment assaillie, il faut en conclure que ce n'est pas la République qui est impossible, mais la monarchie. Acte de décès de la monarchie prononcé par Chateaubriand, tant la monarchie légitime de la Restauration que la monarchie de la Révolution de Juillet. Dont acte. Si donc la monarchie est définitivement morte, même si elle ne le sait pas, il faut en faire l'autopsie. Et les Mémoires d'outre-tombe et bien d'autres textes sont une autopsie de la Restauration. Chateaubriand fait partie de ces écrivains du XIXe siècle qui vont brosser de la Restauration un tableau extrêmement critique, quand bien même il a été un des acteurs principaux, quoique décrié tout au long de la Restauration. Mais cette critique, je crois, n'est pas due à du ressentiment. On ne m'a pas écouté et voilà ce qui est arrivé. Mais je crois que c'est une analyse lucide de l'échec de la Restauration que je mettrai sur le même plan que le constat d'échec qui a été établi par les contre-révolutionnaires et en particulier par Louis de Bonald. Bonald a écrit un texte qui est resté inédit de son vivant, qui s'intitule « Les réflexions sur la monarchie, sur la Révolution de Juillet ». Réflexions sur la Révolution de Juillet.
dans lesquels vous avez cette phrase: la Restauration n'a été qu'une comédie de 15 ans. Que veut dire Bonald par là? C'est qu'à partir du moment où une charte a été octroyée qui sanctionnait un certain nombre des acquis majeurs de la Révolution, notamment la légitimité des biens nationaux, à partir du moment où s'établissait un régime constitutionnel parlementaire, la monarchie était fichue. Donc, là où Chateaubriand dit « la Restauration a raté parce qu'elle n'a pas appliqué la charte comme il le fallait », les contre-révolutionnaires disent « la Restauration a raté parce qu'il y avait la charte ». Je crois que cela clôt définitivement le débat pour savoir est-ce que Chateaubriand est contre-révolutionnaire ou pas. Sur ce plan-là, il ne l'est absolument pas. Il dit l'inverse de ce que disent les contre-révolutionnaires. Donc, la cause de la maladie mortelle de la Restauration, c'est le non-respect de tout ce qu'impliquait la charte, qui aurait dû être les tables de la loi de la Restauration. Grâce à la charte, selon lui, l'évolution positive de la société vers la liberté aurait pu et semblait dans un premier temps prendre une bonne direction. Chateaubriand voit dans la charte la marque même du progrès de l'histoire. Elle est une incarnation politique de la déclaration faite par Louis XVIII le 2 mai 1814 à Compiègne, et elle doit être vue comme la reprise du vol du temps. Je cite Chateaubriand et Barre d'Outre-Tombe. On reprit les choses au point où elles s'étaient arrêtées. Ce qui s'était passé fut comme non avenu. L'espèce humaine reportée au commencement de la Révolution avait seulement perdu 40 ans de sa vie. Or, qu'est-ce que 40 ans dans la vie générale de la société? Cette lacune a disparu lorsque les tronçons coupés du temps se sont rejoints. La charte a permis de passer par-dessus ce fameux fossé sanglant, ce fleuve de sang que Chateaubriand voit dans ce qui s'est passé avec la Révolution. Elle a cautérisé la plaie. A-t-il raison, a-t-il tort? Là n'est pas la question. Mais c'est ainsi qu'il définit la charte comme l'an zéro d'une nouvelle ère historique, dont la légitimité n'a pas su comprendre la glorieuse nouveauté. Au fond, qu'est-ce que la Restauration a raté fondamentalement? Elle n'a pas su être la Glorious Revolution, comme chez les Anglais en 1688. Donc, la Restauration a été victime de son aveuglement politique. Là où Chateaubriand et Bonald se rejoignent paradoxalement, c'est lorsque Bonald dit « la restauration de la monarchie ne fut réellement que la restauration de la Révolution ». Voilà pourquoi Bonald parle d'une comédie de 15 ans, d'une véritable pantomime des faiblesses humaines, qui, par perversion de langage, s'affuble des oripeaux d'une monarchie inconsciente ou impuissante. Parmi les fautes décisives de la Restauration, selon Chateaubriand, c'est de n'avoir pas su comprendre qu'il ne fallait pas céder à la morale des intérêts et qu'il fallait s'appuyer sur la morale des devoirs et faire une pédagogie du devoir dans la France moderne. Et ça, c'est une analyse tout à fait remarquable, qui rejoint, je dirais, toute une série de critiques qui sont faites dès la Restauration par tel ou tel sur ce qu'on pourrait appeler une perte des valeurs fondamentales auxquelles se substituent les intérêts de caste, de classe, d'argent,
etc. Donc, avec la morale des intérêts, et c'est ce que Chateaubriand dit dans un article du Conservateur, la morale des intérêts avec laquelle chaque citoyen est en état d'hostilité avec les lois et le gouvernement. La morale des intérêts atomise le corps social en individus qui entrent en guerre les uns contre les autres pour satisfaire leur intérêt propre. Donc, on pourrait dire que Chateaubriand voit dans la Restauration un régime politique qui n'a pas été capable de réorganiser une société désorganisée au sens de l'organicisme. La Restauration n'a pas été capable de faire de la France un corps social dans lequel chaque élément entrait en correspondance avec les autres et formait une unité. Si la Restauration avait été capable de faire cela, elle aurait duré. Et quel était le meilleur moyen de faire cela? Eh bien, c'était de saturer de liberté la légitimité. Les libertés de tous se seraient conjuguées au lieu de s'opposer. C'est probablement une vision complètement utopique, certes, mais voilà, je crois, le diagnostic principal que Chateaubriand établit de la Restauration. Le rêve chateaubrianesque d'une véritable restauration explique le choix qu'il fait en 1830 de quitter toute fonction, notamment la Chambre des Pairs, et du même coup de renoncer à sa pension, geste qui, entre nous, ne manque pas de panache. J'ouvre une parenthèse polémique. Vous imaginez beaucoup d'hommes politiques contemporains qui, en quittant leur fonction, renonceraient à leur prébande? Je ferme la parenthèse. Et cette attitude chevaleresque et la manière dont il se rallie à la duchesse de Berry est admirable parce qu'elle est une sorte d'affirmation des valeurs morales et du sens du devoir. L'équivalent de « s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Chateaubriand ne l'a pas prononcé, mais il aurait pu. Et je dirais que, là aussi, il y a beaucoup de panache. Et comme nous savons, c'est d'autant plus beau quand c'est inutile. Et c'est cette inutilité fondamentale, parfaitement assumée par Chateaubriand, qui le grandit d'une manière tout à fait singulière. Et c'est cette attitude-là qui, rétrospectivement, juge la Restauration. La légitimité s'est perdue elle-même, elle perdure symboliquement avec la duchesse de Berry et avec le futur Henri V, même si, bien entendu, cette légitimité-là n'a pas de véritable avenir historique. Mais elle imprime sa marque symbolique sur le siècle parce qu'elle est montrée du doigt et mise sur un piédestal par Chateaubriand lui-même. Je crois que également deux autres éléments des Mémoires d'outre-tombe constituent une sorte de diagnostic post-mortem de la Restauration. L'un, c'est toutes les pages extraordinaires de la quatrième partie des Mémoires d'outre-tombe sur la mort. Non pas simplement la mort de celui qui écrit, de celui qui se projette au-delà, la mort des civilisations, la mort des principes. Parce que, avec la Restauration disparue, quelque chose est définitivement mort. Aussi mort que Venise. Le voyage à Venise me paraît être une sorte de parallèle avec
le jugement de Chateaubriand sur la Restauration. Et la deuxième grande idée de la fin des Mémoires d'outre-tombe, c'est la manière dont Chateaubriand va refermer toute l'histoire autour de la croix. Seule possibilité d'optimisme, parce qu'on passe au-delà, parce qu'on quitte l'histoire qui est devenue désespérante pour quelque chose de sublime, qui est le christianisme. Le christianisme, je cite, stable dans ses dogmes et mobile dans ses lumières, sa transformation enveloppe la transformation universelle. Quand il aura atteint son plus haut point, les ténèbres achèveront de s'éclaircir. La liberté, crucifiée sur le calvaire avec le Messie, en descendra avec lui. Elle remettra aux nations ce Nouveau Testament écrit en leur faveur, et jusqu'ici entravé dans ses clauses, les gouvernements passeront, le mal moral disparaîtra, la réhabilitation annoncera la consommation des siècles de mort et d'oppression nés de la chute. C'est impiété de lutter contre l'ange de Dieu et de croire que nous arrêterons la providence. La mort chez Chateaubriand contredit et éclaire à la fois le processus historique. Tout change, donc tout meurt, mais aussi tout se transforme en formes politiques inconnues, en états de société nouveaux. Si la liberté naît de cet accouchement, alors la mort des temps anciens aura eu un sens. Sinon, l'empire de la mort planera partout, comme à Luxor. C'est la tragique alternative, soumise à la seule providence. Seule la foi sauve l'histoire, comme l'anamnèse conditionne l'écriture. Et chez Chateaubriand, l'idée apocalyptique se fait jour après juillet 1830. Et vient d'une certaine façon rassembler de manière rétrospective toute l'activité littéraire de Chateaubriand sous la Restauration. Car en effet, si on peut considérer que, comme le dit Olivier Thor, Chateaubriand n'a pas su être un leader politique, s'il a été un homme d'influence dont finalement l'influence n'a été que ponctuelle, en réalité, le magistère de Chateaubriand, c'est le magistère littéraire. Et ce magistère littéraire, Samantha Caretti l'a rappelé, ça n'est pas simplement les œuvres que, stricto sensu, littérairement parlant, mais c'est toutes ces œuvres politiques et ces œuvres historiques qu'il faut mettre sur le même plan que tout le reste. Pourquoi? Parce que il y a une cohérence de l'écriture chez Chateaubriand. Les Mémoires d'outre-tombe sont aussi un grand texte politique qui vient rassembler tous les textes politiques antérieurs en jetant sur eux une lumière rétrospective, avec parfois une distance prise à l'égard de ce qui a été écrit dans l'urgence du moment, dans le feu de l'actualité, mais dont la thématique profonde reste valide. Ainsi, si Chateaubriand a pu se constituer une statue du commandeur pendant toute la Restauration, c'est à la fois par la tentative de devenir l'homme politique le plus important de la Restauration et par imposer une production littéraire dont le début de la parution des œuvres complètes à partir de 1826 me paraît être un élément clé. Jamais un écrivain n'avait commencé à publier ses œuvres complètes de son vivant, en y adjoignant des textes précédemment écrits que les lecteurs vont découvrir pour la première fois à cette occasion, comme les Natchez, et en ajoutant au fur et à mesure une pierre à l'édifice. En d'autres termes, avant Balzac, Chateaubriand pourrait bien être le Napoléon des lettres. Je vous remercie. Bravo, chers collègues, de cette communication si riche, si dense, si structurée. Et je pense qu'elle va susciter des questions très intéressantes. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Bon, bah, tu sais, je vais prendre la parole provisoirement. Alors,
Alors, Du berger. Oui, oui. Non, mais la belle communication de Gérard Gingembre soulève beaucoup de questions. Vous me permettrez d'être souligné là de un ou deux points où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Tu étais d'accord, c'est sans intérêt. Vous avez remarqué que j'ai été volontairement provocateur. Ce serait sans intérêt. Donc la première, c'est, vous dites, il défend le parlementarisme. Oui. À vrai dire, il y a là une très forte ambiguïté. La charte n'est pas, quand on lit le texte, n'établit pas un gouvernement parlementaire. C'est l'interprétation qu'en donne en 1816 dans la monarchie selon la charte Chateaubriand, qui elle est parlementaire au sens moderne du mot. Qu'est-ce que ça veut dire parlementaire? Ça veut dire que le gouvernement doit appliquer la politique voulue par la majorité de la Chambre basse, de l'Assemblée. C'est clair, c'est clair. Alors, dans le parti royaliste, c'est ce que comprendra Villèle quand, en 1827, il a perdu les élections, il démissionne. Il démissionne. Bon. Et à ce moment-là, Charles X devra chercher un nouveau gouvernement qui, d'ailleurs, permettra le retour aux affaires de Chateaubriand. Hein? Mais il y a donc là une certaine ambiguïté. Et à la fin, en 1830, mais alors, il y a deux périodes quand même. Au début, vous avez un gouvernement dont le programme législatif est parlementaire et libéral, pardon, et libéral, et qui veut l'imposer à une assemblée qui, elle, ne veut pas de ce programme. Ne veut pas de ce programme. Ce qui aboutit d'ailleurs à la dissolution de septembre, plus exactement, 1816. Et là, Chateaubriand, il défend ses amis qui veulent imposer au gouvernement un programme non libéral. Vous voyez, c'est ça. Alors par contre, là, où il retrouve, c'est qu'à la fin, il refuse de rejoindre Polignac parce qu'il sait que celui-ci veut imposer une politique qui ne convient, qui n'est pas validée par les résultats des dernières élections. Alors là, il retrouve son interprétation de septembre, oui, c'est ça, de septembre 1816. Mais donc, là, alors ça, cette difficulté, si vous voulez, dans la conception du parlementarisme, elle est, d'ailleurs, il existe encore bien beaucoup d'autres. C'est celle qui a valu l'éclatement de la Constitution de Weimar. Avec la solution auquel on arrive en 1933. Bon, donc c'est un vrai problème. Et alors le deuxième point sur lequel je suis là, il ne faut pas oublier que Chateaubriand ne voulait pas l'intervention en Espagne. Il est venu au Congrès de Vérone en tant qu'ambassadeur en Angleterre. Et Villèle a insisté pour qu'il en fasse partie de cette délégation au Congrès de Vérone, parce qu'il savait que Chateaubriand relayerait les réticences du gouvernement anglais. Et à Vérone, Chateaubriand ne s'est pas occupé du tout de l'affaire d'Espagne, parce qu'elle avait été décidée auparavant à Vienne par Mathieu de Montmorency. Le problème, c'est que Mathieu de Montmorency l'a présenté d'une façon si maladroite, il avait l'air que ça a vexé le roi Louis XVIII, mais la décision d'intervenir avait été prise à Vienne. Alors à Vérone, Chateaubriand s'est occupé d'autres problèmes, notamment des problèmes de l'esclavage, des problèmes aussi. Il a refusé d'intervenir pour que l'on reçoive la délégation des Grecs qui étaient révoltés et qui mendiaient en quelque sorte auprès des puissances chrétiennes un appui. Alors, par contre, comme il est grâce
à la démission par dépit de Mathieu de Montmorency à la fin de 1823, à la fin de 1822, pardon, il est nommé ministre des Affaires étrangères. À ce moment-là, il applique la politique. Et alors là, il retrouve tout son immense talent d'avocat et, comme vous l'avez très bien dit, de faire valoir la gloire militaire. Mais la gloire militaire pour une expédition de la Sainte-Alliance, il ne faut quand même pas oublier. Hein. Alors pourquoi elle a été bien reçue? Ça a été un succès. Et c'est tout simplement parce que le peuple espagnol il y a deux raisons. La première, c'est que le peuple espagnol voulait en fait un gouvernement absolutiste, que les libéraux espagnols, c'était ceux qu'on avait appelés autrefois les afrancesados, c'est-à-dire, au fond, une partie, et que le peuple espagnol donc ne s'est pas révolté. L'Église d'Espagne n'a pas excité le peuple comme elle l'avait fait contre l'armée française en 1809. Et puis la deuxième raison, c'est que ça avait été très bien préparé sur le plan de la logistique. L'armée française en 1808-1809 se payait sur le pays. Alors comme c'était un pays très pauvre, ça ne pouvait que créer beaucoup de difficultés et de révoltes. Ce qui a été avec une guérilla atroce. Alors là, par contre, il n'y a rien eu. Il ne faut pas oublier que les garnisons françaises sont restées jusqu'en 1825-26. Donc bien au moins 3-4 ans. Et qu'elles étaient très bien vues par les localités dans lesquelles ils étaient, parce que ça faisait des consommateurs qui achetaient et qui payaient bien. Donc ce n'étaient pas des soldats qui se nourrissaient sur le pays. Très bien. Oui, je rebondis là-dessus. Vous avez tout à fait raison de faire le distinguo entre Chateaubriand au Congrès de Vérone et Chateaubriand ministre des Affaires étrangères, et qui va s'accaparer, qui va s'attribuer. Oui, bien, qui est très habile. Évidemment, c'est très bien fait. Et alors, je crois que c'était le général Guilleminot qui commandait les troupes, qui était un ancien général de Napoléon, sous les ducs d'Angoulême. Le duc d'Angoulême a la responsabilité du commandement, mais je crois qu'effectivement, c'est Guilleminot qui commande les troupes, notamment à la célèbre prise du Trocadéro, qui nous vaut une place à Paris. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai été trop rapide dans ma présentation de ce point. Alors je reviens sur le parlementarisme. C'est que la France, avant la Restauration, n'a pas d'expérience parlementaire. Elle a connu les assemblées révolutionnaires qui n'ont rien à voir avec un régime parlementaire, puisqu'il y a une dictature du gouvernement révolutionnaire, notamment sur la Convention. Oui, mais puis parce que la première constitution qui était quand même libérale, celle de 1791, oui. Eh bien, elle donne le gouvernement au roi, et puis l'Assemblée. Mais le lien entre les deux, et qui est-ce qui doit influer? C'était assez flou. Ça reste dans le... C'est ça, la grande différence entre la France de la Restauration et l'Angleterre, c'est que l'Angleterre a l'expérience du gouvernement parlementaire. Très progressivement. Très progressivement, mais elle a une expérience. Tandis que c'est une découverte, je dirais, c'est une découverte politique que ce régime qui balance entre être une monarchie constitutionnelle et une monarchie parlementaire, ce qui permet évidemment tout le jeu politicien des partis dans la chambre basse. Bon, on dit parti, c'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appellera un peu plus tard des partis politiques, ce sont plutôt des regroupements, des associations, des affinités entre il y a les doctrinaires, les autres libéraux, les légitimistes, etc. Mais effectivement, je crois que c'est justement cette incertitude fonctionnelle entre régime parlementaire, régime constitutionnel, régime monarchique et gouvernement qui explique, je crois, tous les atermoiements et tous les hauts et les bas de la politique de la Restauration. Ce que la monarchie de Juillet réglera mieux que ce que n'a fait la Restauration. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Mais Chateaubriand veut croire au parlementarisme.
Madame, Oui. oui. Pardon. Oui, juste un bref commentaire, n'est-ce pas, une question après cet exposé si brillant et passionnant. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, me semble-t-il, mais qui pourrait peut-être être évoqué dans ce contexte. C'est celui d'Antoine Compagnon, n'est-ce pas? Chateaubriand, un anti-moderne. Il me semble que vous le soulignez indirectement, notamment d'ailleurs par l'évocation de cette notion de service inutile, aurait dit Monterland, n'est-ce pas? Et donc du fait qu'il y a une sorte de fatalité de l'histoire qu'il faut arriver à surmonter, à transformer, où comment dire, la fascination de l'abîme doit être transformée pour parvenir à cette anamnèse que vous dites, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, alors anti-moderne, alors ça c'est une notion assez problématique en réalité, parce qu'il faudrait déjà savoir ce que veut dire moderne. Hein, et la notion de modernité, elle est un peu à géométrie variable au 19e siècle. Donc être un anti-moderne impliquerait de savoir à quelle modernité on s'oppose. Alors je crois que Chateaubriand est à la fois moderne et anti-moderne. Moderne dans le sens où il a parfaitement compris, c'est ce que j'ai essayé de dire, qu'il y avait la nécessité du compromis historique. Hein. Et anti-moderne dans la mesure où toute une série de valeurs traditionnelles lui restent très chères et lui paraissent comme étant essentielles à la modernité. Or, une bonne partie du processus du XIXe siècle va consister à rendre obsolètes et caduques un certain nombre de ces valeurs traditionnelles qui ne seront plus au fond que des buts témoins de l'ancien temps. Ça sera le destin d'une partie légitimiste en réalité. Balzac le montre admirablement hein, dans la comédie humaine, hein, comment l'aristocratie légitimiste n'a pas compris la modernité politique. Je crois que c'est encore un paradoxe de Chateaubriand que d'être à cheval entre cette modernité politique dont il a, je crois, une claire conscience et cet anti-modernisme qui fait que, malgré tout, il reste attaché aux origines de la France en réalité. Là, je suis très d'accord avec Henri. En fait, et ça rejoint ce que vous nous avez rappelé sur la distinction entre la morale des intérêts et la morale des devoirs. Qu'est-ce que c'est que la morale des intérêts? C'est l'utilitarisme. C'est l'utilitarisme, oui. C'est l'individualisme et l'utilitarisme. C'est ça. Qui sont, nous, on le voit bien même encore aujourd'hui, à la base de la modernité et même de la post-modernité. Bon. Donc, c'est ça. Alors ça, cette condamnation, elle est chez lui très ferme et très... Et on la voit déjà dans l'essai sur les révolutions. Exactement, exactement. Et Madame de Staël aussi, hein, lutte contre la morale des intérêts. Hein, elle le dit dans plusieurs ouvrages, aussi bien un peu dans de la littérature et plus encore dans de l'Allemagne, où elle montre que la morale des intérêts est un principe dissociatif de la société, puisqu'elle replie l'individu sur lui-même. Oui. Merci pour ce magnifique exposé. Vous avez lu très soigneusement Chateaubriand et vous lui avez rendu sa cohérence. La question que je voudrais poser, c'est pourquoi cette cohérence n'est jamais apparue depuis 1830 jusqu'à nos jours. Il y a la part des polémiques, mais il y a aussi une difficulté intrinsèque dans cet épisode de la Restauration, et je me place ici du point de vue de la réception, qui est aussi intéressante, parce que la réception n'a vu que les contradictions et absolument pas la cohérence. J'ajoute une petite remarque, Goethe avait fait ses œuvres complètes à 27 ans. Elle n'y avait pas encore autant de tomes qu'à la fin, mais il avait déjà publié ses œuvres complètes à 27 ans, en 1744. J'aurais dû dire le seul écrivain français. Oui. Vous avez tout à fait raison. Oui, alors ça c'est une grande question. Qui c'est qui avait... Grande question, essayer de comprendre pourquoi l'image de Chateaubriand, encore qu'un certain nombre de travaux récents, hein, ont quand même Qui c'est qui avait bien mis en publié évidence je dirais, la profondeur de la pensée politique de Chateaubriand. Et je crois qu'il faut vraiment proclamer haut et fort que Chateaubriand est un des grands penseurs politiques du XIXe siècle. Hein.
Je crois qu'il est victime du fait que c'est un écrivain. Je m'explique. Mais oui, parce qu'on a tellement étudié l'Enchanteur, on a tellement étudié le style de Chateaubriand, etc., qu'on a mis au second plan le Chateaubriand politique, alors qu'il faut absolument les mettre ensemble. Le Chateaubriand politique et le Chateaubriand écrivain, c'est exactement comme si on voulait reléguer le Victor Hugo politique au second plan par rapport au Victor Hugo écrivain, alors qu'une bonne partie des positionnements politiques de Victor Hugo informent sa production littéraire. Bon, d'un autre côté, il est vrai que la quasi-totalité des écrivains français du XIXe siècle se sont brûlés les ailes à la politique. Bon, l'exemple de Lamartine me paraît assez éclairant de ce point de vue-là. Alors l'autre exemple de maudit de la politique, c'est Benjamin Constant. Et Benjamin Constant, bah oui. On a parfois mis sur le même plan les supposées palinodies de Benjamin Constant qui rédige l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire et les supposées palinodies de Chateaubriand. Mais c'est vrai, j'aurais dû en parler parce qu'en fait, on fait à Benjamin Constant un reproche qui me paraît infondé. Hein. Il ne devient pas napoléonien. Il rédige les actes additionnels parce qu'il croit qu'on peut libéraliser le nouveau régime napoléonien au début des 100 jours. Bon, est-ce que ça aurait pu marcher? 100 jours, c'est pas assez. Je sais bien qu'aujourd'hui, on dit qu'un président de la République doit faire ses preuves en 100 jours, mais Napoléon, en 100 jours, ne pouvait pas. Il y a quand même une grande différence, je l'ai trouvé, entre Benjamin Constant et Chateaubriand. Chateaubriand a vous avez raison, enfin, je suis tout à fait d'accord, une pensée politique, mais elle ne s'exprime qu'à travers des œuvres de circonstances. Il n'y a pas d'exposé systématique. C'est vrai. Et l'exposé systématique qu'on trouve, tout de même, c'est celui qu'il y a dans le Congrès de Vérone, quand il fait le bilan ex post de sa vie sous la Restauration, pour la justifier, dit-il. Il fait une exception aux mémoires qui seront d'outre-tombe pour justifier justement son œuvre pratique politique. Alors que Benjamin Constant a quand même une œuvre systématique. Il a pensé là. Et la plupart de ses attitudes pratiques sont en conformité avec sa pensée systématique. Alors on peut la discuter, hein, cette pensée. Elle a au fond toutes les illusions du libéralisme. Ça apparaît très nettement dans le commentaire de Filangieri. Hein. Il passe complètement à côté de la question ouvrière. Bon, Benjamin Constant a su aussi écrire des œuvres de circonstance, de la nécessité de se rallier au directoire. Mais elles sont en application. Elles sont en application, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison, Chateaubriand n'a pas écrit ce qu'on pourrait appeler un grand texte politique dans lequel viendraient se réunir. Mais je crois qu'on peut quand même faire une chaîne cohérente entre les différentes œuvres de Chateaubriand, fussent-elles de circonstance. Parce que on est à une époque où même l'œuvre politique de circonstance est une œuvre profondément méditée, parce qu'elle a à voir avec un certain nombre de réflexions fondamentales sur que doit être la politique moderne. Oui. Ce qu'il y a, c'est que l'œuvre de Chateaubriand, elle est vraiment du romantisme politique, qui est fondé sur l'historicisme, sur l'histoire. Alors que Benjamin Constant est encore à une pensée qui est celle du XVIIIe siècle, où il y a au fond une leçon disons une théorie politique, un droit naturel politique. Benjamin Constant n'a pas écrit ses mémoires d'autrefois. Non. Voilà, c'est pas le problème. Bon, il faut peut-être s'arrêter, quitte à reprendre, parce que c'est immense, c'est le problème que nous avons évoqué. Mais on vous demande d'arrêter un petit peu. On peut marquer une pause et vous pouvez...